Je suis la directrice de l'IRA de Lille, Cécile Parent-Nut, et je suis très heureuse de pouvoir vous dire quelques mots d'accueil dans le cadre de cette 4e séquence du parcours de formation vers l'égalité professionnelle, oser réaliser vos ambitions et booster votre carrière. Alors ce 4e module comprend un temps fort avec le témoignage d'une femme inspirante et je remercie sincèrement Coralie Cuif d'avoir accepté notre invitation et de venir témoigner aujourd'hui avec nos stagiaires. Bonjour, je suis Isabelle Bonnet-Muret, réalisatrice et formatrice engagée sur le thème de l'égalité professionnelle. Aujourd'hui, j'ai la chance d'animer le parcours égalité mis en place par l'Institut régional d'administration de Lille et la PFRH d'Île-de-France. Ce parcours a pour objectif de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier dans la fonction publique, mais plus largement dans la société. Avec d'autres intervenants, j'accompagne durant plusieurs mois 9 femmes cadres de la région Île-de-France dans leur projet d'évolution professionnelle. Cette formation en long cours, c'est une aventure professionnelle mais aussi humaine, où les participantes se nourrissent les unes des autres grâce à la force du collectif. Et comme j'aime leur lancer des défis ambitieux, ce sont elles qui vont animer cette rencontre consacrée à une femme inspirante de la fonction publique. Et notre invitée est Madame Coralie Cuif, directeur de projet de la direction de la stratégie et de la transformation de l'AP-HP, Assistance publique, Hôpitaux de Paris, que je remercie pour sa présence. Originaire de Nancy, Coralie Cuif est diplômée en droit public de l'Université de Paris 2 Assas et de Sciences Po Paris. Elle intègre ensuite l'école des hautes études en santé publique. Son parcours professionnel l'amène à s'engager dans tous les domaines de l'hôpital et à des postes à haute responsabilité, aussi bien en établissement qu'en fédération. En janvier 2022, Coralie Cuif rejoint la cellule de crise de l'AP-HP avant d'être nommée directeur de projet à la direction de la stratégie et de la transformation. Elle attache une grande importance aux engagements associatifs. Madame Cuif est en effet bénévole dans l'association Force Femmes qui accompagne les femmes de plus de 45 ans vers le retour à l'emploi. Bonjour à tous, je suis tout à fait honorée d'être parmi vous et ravie de pouvoir échanger et sur mon parcours qui je ne sais pas s'il est brillant, mais en tout cas j'espère qu'on pourra en discuter et qui témoigne de passerelles qui sont possibles et de différentes opportunités qu'on peut saisir. Alors pourquoi est-ce que je souhaite garder le masculin en fait dans ma description. Alors je sais que c'est plus du tout à la mode effectivement, mais pour moi ce sont effectivement des fonctions et j'ai toujours eu l'impression que le féminin c'était un petit peu pour diminuer ou pour limiter les choses. Donc moi j'avais souhaité garder le masculin, ce qui d'ailleurs a été compliqué parce qu'à chaque fois que je mettais au masculin, on me remettait au féminin derrière. Donc finalement, je ne sais pas si c'est très essentiel, mais en tout cas moi je continue à garder le masculin. Quel est le fil qui a guidé vos choix professionnels ? Si je regarde un peu en arrière, en fait, ce parcours, c'est le résultat d'opportunités professionnelles suite à des rencontres et puis un peu de choix délibérés quand même. L'essentiel pour moi, c'était de trouver du sens dans mon action, d'avoir de l'autonomie, des responsabilités et puis de pouvoir un peu voir le résultat de mes actions. Et donc ça a été le cas dans toutes mes fonctions. Premier stage au sein de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Je m'entends très bon maître de stage, je m'entends très bien avec le directeur qui est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, qui me fait tout de suite confiance, qui m'envoie sur une mission au bout de 2 mois de stage, quand j'étais le directeur à Sarajevo avec la Banque mondiale, avec l'OMS, à représenter la PHP, qui me fait intervenir dans différents lieux, donc excellente relation. Et ensuite, voilà, un nouveau directeur, je participe à un groupe de travail, je rejoins une fédération parce que je participe à un groupe de travail et qu'on me propose de la rejoindre. Et puis, le premier directeur, Monsieur Dupuis, me demande de le rejoindre pour exercer des fonctions de secrétaire général de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privée non lucratif, qu'il vient de rejoindre. Donc un champ complètement différent. Je dois être DRH, je ne connais absolument rien en droit du travail. Je dois garder des fonctions internationales et puis au fur et à mesure, une nouvelle mission arrive. Donc voilà, donc pas de plan de carrière et à chaque fois, je saisis des opportunités. J'ai un petit peu peur en me disant mais pourquoi moi ? Enfin, je suis un petit peu jeune, je vais pas y arriver, je connais pas, mais voilà, on me fait confiance et donc je me dis faut que j'en sois digne. Donc c'est que je dois pouvoir y arriver et je vais y arriver. Donc avec le travail, avec l'engagement, avec la confiance, ça a marché. J'ai envie de continuer à faire des choses qui m'apportent à moi et qui apportent aux autres aussi.
J'ai pas un plan de carrière qui me conduise à me dire il me faut le poste d'après, il faut que je sois directeur général, il faut que je sois en haut. Cette ascension verticale ne me correspond pas en fait. Je pense que la carrière, on la voit plutôt a posteriori en fait, quand on regarde un petit peu derrière soi et puis qu'on se dit voilà ce que j'ai fait, qu'on essaye de retrouver le fil rouge dans ce qu'on a fait effectivement. Et c'est plus difficile d'évoluer passé un certain cas, parce que vous m'avez dit que vous avez 50 ans, donc c'est pour savoir. Quand on a 50 ans, on a aussi 20 ans ou 25 ans de carrière, avec des expériences, des compétences. Et donc, quand on postule pour un poste, effectivement, il faut pouvoir trouver sa place dans l'organisation. Et quand on a trop d'expérience ou de compétences, on imagine qu'on aura du mal à ne pas être à une fonction de direction un petit peu élevée, effectivement. Et du coup, je vais me faire le porte-parole de mes collègues les plus jeunes, mais quels conseils vous pourriez leur donner à ces jeunes femmes qui débutent leur carrière aujourd'hui ? Alors, est-ce que ce serait... Alors, si elles sont effectivement très jeunes, c'est des conseils que je donne à ma fille, parce que j'ai une fille aînée qui a 22 ans, qui n'est pas encore dans la vie active, mais qui s'y prépare. Et je lui dis d'être vraiment à l'écoute des opportunités, d'être intéressée par un maximum de choses, ne pas douter de ses capacités, de ses compétences, et de postuler à des fonctions sans se limiter ou sans se dire... Comme le font souvent les femmes, je ne coche pas exactement toutes les cases, il y en a 9 sur 10, mais il n'y a pas la 10e, donc je peux pas y aller, en fait, je peux pas me présenter. Et c'est vrai que d'expérience en tant que DRH et également en tant que bénévole à Force Femmes, c'est des questions que ne se posent quasiment jamais les hommes. Pour atteindre justement ces objectifs, est-ce que vous avez eu à surmonter des difficultés ? Est-ce que vous avez été confronté à des échecs ? Faire évoluer les mentalités, faire évoluer... on a toujours fait comme ça, c'est toujours pas pourquoi ça faudrait que ça change. Donc ça, effectivement, ça prend du temps, de l'énergie. J'avais essayé, par exemple, de monter une réunion pour l'ensemble des cadres une fois tous les 15 jours. On en a fait 3. Chacun disait ses points, il n'y avait pas d'interaction. En fait, ça n'a pas du tout marché. Donc j'ai essayé de proposer des moyens de contourner, des petits pas qui permettent de faire évoluer les choses et que chacun trouve sa place aussi dans l'organisation. Donc c'est effectivement, ça n'a pas pris un an, hein, ça s'est fait progressivement. Il y a une métaphore que vous devez connaître, que j'aime bien, c'est le rôle du colibri. C'est ce petit oiseau qui fait sa part, c'est un incendie de forêt. Le colibri, il se précipite, il va prendre de l'eau, il va verser l'eau sur l'incendie. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Non, mais je fais ma part. Voilà, ce qu'il peut faire par rapport à cet incendie. Et donc, quand j'ai entendu cette histoire, cette belle histoire, je me suis dit, c'est moi. Je me sens très colibri, en fait. Qu'est-ce que ça serait pour vous exercer le pouvoir ? Exercer le pouvoir, alors j'ai une conception qui m'est très personnelle. Pour moi, c'est le pouvoir d'agir. C'est pas le pouvoir au sens pouvoir isolé, un petit peu autoritaire, un peu solitaire. Ça, c'est une conception qui ne me correspond pas du tout. Moi, j'aime vraiment travailler en équipe. J'ai relu récemment une citation, je ne sais pas si vous la connaissez, j'avais envie de vous la partager ce matin, donc je l'ai notée sur mon papier. Le problème de ceux qui n'aiment pas le pouvoir, c'est qu'ils le laissent à des personnes qui en sont bien moins dignes. Et en fait, c'est une phrase, une citation de Joseph de Maistre, mais en fait, elle correspond à quelque chose que je pressentais, mais que je n'aurais jamais formulé aussi bien. C'est effectivement, et c'est souvent des femmes, effectivement, qui se voient très bien dans des fonctions d'adjoint, et qui laissent d'autres prendre les fonctions de pouvoir, de directeur général ou de directeur. Et finalement, peut-être qu'ils en étaient moins capables ou moins dignes, effectivement. Donc ça doit nous faire réfléchir toutes sur cette question, et moi la première avec vous. Vous dites ne pas avoir ressenti au cours de votre carrière des fonctions occupées le plafond de verre. Est-ce que vous pouvez développer cette idée et nous dire si vous avez rencontré d'autres freins, d'autres difficultés en tant que femme dans votre parcours ? Effectivement, le plafond de verre, pour moi, si on a bien la même définition, c'est le fait que certains postes soient peu accessibles ou très difficilement accessibles pour des femmes. Parce que le milieu est soit très masculin, enfin que c'est un peu difficile d'accès. J'ai pas eu ce sentiment. Alors peut-être que c'est la fonction publique hospitalière et qu'il y a peut-être pas mal de femmes déjà, et également dans le secteur associatif. J'ai jamais eu ce sentiment que je n'étais pas prise sur un poste parce que il y avait un plafond de verre que je n'arrivais pas à briser. Alors je pense que c'est moi qui n'ai pas souhaité aller sur certains postes, notamment de directeurs généraux, parce que il me semblait que ça impliquait trop de sacrifices que je n'avais pas envie de faire, parce que j'avais envie de garder cet équilibre de vie
que j'ai trouvé ou retrouvé à chaque étape de ma carrière qui me permettait d'avoir une vie à la fois professionnelle épanouissante, mais également une vie personnelle, familiale, amicale, qui me satisfaisait. Est-ce que vous diriez que vous êtes auto-censurée à un moment donné dans votre parcours professionnel en tant que femme? Oui, à beaucoup de reprises pour candidater sur certains postes. Et puis très souvent, je me suis auto-censurée pour prendre la parole à l'extérieur, pour intervenir. Effectivement, j'avais toujours de très très bonnes raisons de laisser intervenir d'autres personnes à ma place. Donc cette thématique de laisser les autres prendre la parole à votre place, elle est peut-être un peu liée aussi à la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est la confiance en soi pour vous? Et est-ce que vous en avez parfois manqué? La confiance en soi, ça se fonde sur la capacité à connaître ses compétences et puis à pouvoir travailler sur des compétences qu'on n'a pas ou qu'on souhaite développer effectivement. Effectivement, c'est pas ma qualité première. Je reste encore assez dépendante aujourd'hui du regard de l'autre. Et la confiance en soi, finalement, on est assez nombreux à ne pas l'avoir complètement ou ne pas l'avoir, ou ne pas être complètement à l'aise par rapport à ça. Et donc, c'est pour moi vraiment une compétence qui se travaille et comme d'autres compétences, on doit y travailler effectivement. Et puis après, peut-être la théorie des petits pas, c'est-à-dire que voilà, il faut faire des petites choses qui nous mettent en confiance parce qu'on sait qu'on va y arriver dans un cadre plutôt bienveillant. Enfin, voilà, ne pas tout de suite se dire il faut absolument que je réussisse cette prise en parole en public devant un amphi complet si on n'est pas très à l'aise avec ça, mais se dire on va le faire dans un cadre restreint, on va le faire dans un cadre un peu plus ouvert et puis on va pas se mettre en difficulté forcément. On va chercher un cadre un peu bienveillant et pouvoir évoluer progressivement. C'est sans doute le côté progressif qui me paraît utile. Dans les freins à la carrière des femmes, il y a également des fois le sexisme qu'on peut rencontrer dans notre parcours professionnel. Avez-vous déjà été confrontée au sexisme et vous souvenez-vous d'un moment en particulier? Oui, j'ai effectivement un exemple qui me vient. C'était un chasseur de tête qui m'a appelé pour un poste de directeur général d'une association, une très belle association. On se connaissait et il me dit en fin d'entretien, ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai présenté 3 candidats au directeur général. Il m'a fait remarquer que c'était 3 hommes, et donc c'est pour ça que je vous appelle. Voilà. Autant vous dire que je me suis présentée et que je n'ai pas été retenue. Et j'ai trouvé ça assez incroyable, c'était il y a 4-5 ans, de pouvoir... Enfin, quel était le besoin de le dire et de l'ajouter, effectivement. Avez-vous déjà rencontré des difficultés pour concilier la vie familiale et la vie professionnelle? Je crois que chacun effectivement est confronté à ce type de difficultés. Moi, j'ai pas le sentiment que ça a été un obstacle pour moi dans le cadre de ma carrière. C'est vrai qu'à chaque fois que je partais à l'étranger, j'avais toujours un enfant qui était soit malade, soit qui avait un accident. Donc je me suis dit que ça s'était fait exprès, effectivement. J'ai eu des problèmes de garde comme tout le monde. C'est vrai que en préparant ce podcast, j'en parlais avec ma fille hier soir et elle me disait que, mais souviens-toi, pendant ton 3e congé maternité, donc j'étais secrétaire générale de la FEAP et je venais toutes les semaines en fait, même pendant mon congé maternité. Et elle me dit, mais tu te souviens bien de nous laisser, nous les 3 enfants avec le bébé qui avait 2 mois, dans ton bureau assis par terre avec ton ordinateur, on regardait le livre de la jungle, ça reste des bons souvenirs avec tes collègues qui pouvaient passer. Donc voilà, je ne m'en souvenais absolument pas, mais elle me dit, ah non, c'est des bons souvenirs, effectivement. Et puis sinon, ce qu'elle me disait aussi, mais tu sais, on n'aurait pas aimé avoir une mère qui soit là tous les soirs à 4h30 à nous dire qu'est-ce que tu as fait à l'école, qu'est-ce que tu as mangé à la cantine. Mais elle a ajouté, voilà, pour les moments importants, tu as toujours été là. Mais est-ce que vous avez un modèle inspirant? Un modèle inspirant, c'est en fait un modèle assez proche de moi. Peut-être que ça me correspond plus qu'une femme extrêmement connue, donc c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il s'agit d'une collègue que j'ai eue à la FEAP qui s'appelait Florence Leduc et qui était quelqu'un de extrêmement bienveillant, engagé au sens, pour le service public au sens large, puisque ce n'était pas la fonction publique, au service des personnes les plus vulnérables, donc les personnes âgées, handicapées, malades, en difficulté sociale, et qui a consacré vraiment toute sa carrière à apporter effectivement à ces personnes, tout en apportant effectivement à tous les collaborateurs qu'elle a eus, des plus jeunes ou moins jeunes. Et pour moi, c'était un modèle, et elle m'a également aidé à habiter mon poste de secrétaire générale, à l'incarner, à endosser un peu le costume, ce qui n'était pas évident non plus au démarrage. Et c'était une femme qui n'était pas très grande, et elle me disait qu'elle tenait de sa confiance en elle, de sa mère, qui lui avait répété quand elle était jeune, ainsi qu'avec sa sœur, mais mes filles, vous êtes toutes petites, mais personne ne vous arrive à la cheville. Et elle m'avait dit, quand on a une mère comme ça, après, on peut tout faire, et on a une confiance en soi qui ne peut jamais
qui ne peut jamais se démentir, quels que soient les obstacles sur son parcours. Et donc c'est cette personne qui m'a effectivement inspirée. Le vrai engagement auprès de femmes, c'est celui au niveau de l'association Force Femmes. En fait, j'étais DRH pendant 12 ans. Et dans mes fonctions de DRH dans le privé, j'avais souvent pour chaque poste diffusé beaucoup de candidates, de candidats et beaucoup plus de candidates compte tenu du secteur. Et j'éprouvais en fait une frustration à ne pas pouvoir leur faire un retour sur ce qui n'a pas fonctionné pendant l'entretien, sur la candidature, et notamment une très grande différence entre les femmes et les hommes. Les hommes sachant beaucoup mieux se vendre que les femmes qui étaient plutôt à mettre le doigt sur la limite. Ah ben justement, vous savez, je n'ai pas telle qualité ou je n'ai pas telle fonction. Et donc j'ai découvert par hasard cette association et je me suis dit que par ce biais, je pourrais avoir une fonction totalement bénévole, désintéressée, pour faire comprendre à des femmes ce qu'on voit de l'autre côté, en fait, leur faire un feedback sur leur candidature. Et c'était c'est une dimension assez polyvalente, puisque c'est à la fois sur un retour à l'emploi, ça va du CV, à la de motivation, à la façon de rappeler pour un entretien. Et c'est souvent des femmes de plus de 45 ans, donc elles ont travaillé en général pendant 20 ans. Beaucoup d'entre elles sont cadres, ont tout donné pour leur travail. Et il se trouve qu'il y a une erreur de parcours, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il y a un licenciement, soit une rupture conventionnelle, souvent des problèmes familiaux, un divorce, un problème de santé. Et à ce moment-là, tout s'arrête. Elle se dit, c'est pas grave, je vais faire une pause. Je vais prendre du temps pour moi, 6 mois, 1 an. Et finalement, à chaque fois qu'elle postule sur un poste, on leur dit, mais vous êtes trop âgée, vous êtes trop chère, trop âgée, trop... Et donc, elle se trouve à perdre toute confiance en elle. Et des femmes qui pouvaient être directrices marketing, directrices de la communication, se retrouvent à postuler sur un poste d'assistante de direction à mi-temps, en se retrouvant souvent seules, effectivement. Donc, j'ai vraiment perçu à quel point elles étaient mal, vraiment mal. Et voilà. Et donc, là aussi, j'ai eu l'impression de pouvoir contribuer, de les aider, sans jugement, sans pression, sans volonté de performance, de les écouter. Ça pouvait durer longtemps, la phase d'écoute. Et après, tout doucement, d'essayer de les accompagner dans leur recherche d'emploi. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous en priorité dans la fonction publique ? Je trouve qu'il y a une grande évolution chez les jeunes fonctionnaires qui arrivent par rapport aux fonctionnaires qui sont un peu plus anciens. Malheureusement, ce sont souvent les plus anciens qui sont chefs de direction, et avec une conception assez à l'ancienne. Et j'aimerais pouvoir promouvoir davantage d'expérimentation, d'innovation, de nouvelles façons de faire. Et je pense que les jeunes générations ont tout à fait ça en tête. Comment innover et voire hacker le système de la fonction publique, puisqu'il y a les hackers publics qui existent aussi. Je pense que c'est ça que j'essaierai de changer. Trouver ma voie. La voie, c'est les deux termes, c'est la voie, c'est sa place, son chemin, mais également trouver ma voie, c'est aussi, comme je le fais aujourd'hui, de prendre la parole. Et c'est vrai que j'ai toujours eu tendance dans ma carrière à laisser d'autres prendre la parole à ma place, soit parce qu'ils étaient au-dessus, soit parce que c'était des collaborateurs et que j'essayais de les accompagner pour les mettre davantage en visibilité. J'ai toujours une tendance à plutôt laisser parler les autres ou les faire parler, c'est plus ma conception. Est-ce que pour vous, c'est difficile de valoriser votre propre parcours par rapport à vos équipes ? Oui, c'est vrai qu'en vous écoutant au début, en me qualifiant de personne inspirante, effectivement, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai qu'en même temps, je me dis, mais est-ce qu'on parle bien de moi, effectivement ? Je suis vraiment une femme qui aime travailler en équipe et ne pas m'attribuer un succès, parce que le succès, c'est jamais ma personne ou ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. C'est vraiment le travail en équipe qui a permis d'avancer. J'aurais pu, je pense, avoir d'autres propositions, d'autres sollicitations et même d'autres éventualités si j'étais davantage visible en termes de prise de parole à l'extérieur, en termes de mise en valeur de ce que j'étais, de ce que je faisais effectivement. Je l'ai pas souhaité. Est-ce que je le ferais différemment aujourd'hui ? Peut-être un petit peu. Je vais vous demander encore de choisir en 3 grandes idées ce que vous retenez de votre carrière et de vos expériences. 3 mots. Sens, autonomie, impact. Ce sont aujourd'hui les 3 points clés qui me motivent à choisir une fonction. Madame Coralie Cuif, je vous remercie chaleureusement pour votre intervention qui a été passionnante. Merci également aux participants de ce parcours de formation dont vous avez pu entendre les questions. Eva Austruy, Émilie Blévis, Pauline Bourdoncle,
Marion de Toc, Laurence Galmiche, Sandrine Iragaba, Stéphanie Legagne, Gabriel Mathieu et Sylvie Nicolas. Je remercie également l'Institut régional d'administration de Lille et la PFRH d'Île-de-France pour l'organisation de cet événement. Je remercie chaleureusement les auditeurs pour l'écoute de ce podcast réalisé par le studio Flamboyance. Je vous invite à en parler autour de vous et à partager cette fantastique rencontre auprès de toute personne qui cherche l'inspiration.